Bonjour tout le monde, vous êtes avec Jonathan des Cryptonautes et aujourd'hui on va explorer le sujet de l'heure, les 51% d'attaques. On a par exemple ici à l'écran un article de Bloomberg qui nous dit, bon, cryptocurrency attacks are rising, donc les attaques sur les crypto-devises augmentent. Puis ça, ben, c'était une chose attendue là, par la plupart des maximalistes Bitcoin. Donc on voit par exemple ici notamment là, les trois altcoins, Bitcoin Gold, Verge et puis Monacoin. Puis je tiens à répéter, là, Bitcoin Gold c'est vraiment un altcoin, donc c'est à ne pas confondre avec le vrai Bitcoin. Ces trois crypto-devises-là, là, elles avaient des puissances de calcul assez faibles. Donc, on va voir là, que ce genre d'attaque-là, ça ne peut pas se produire toujours de la même façon sur tous les blockchains. Mais techniquement, là, bon, même Bitcoin là, serait techniquement vulnérable à ce type d'attaque-là. Maintenant, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une différence d'amplitude sur le réalisme de mener ce genre d'attaque-là, variant d'un blockchain à l'autre. Puis on va aller voir, là, dans le fond, les différentes variables qui vont influencer ce genre d'attaque-là. Avant tout, je tiens aussi à souligner là, que bon, dans ce type d'attaque-là, il peut y avoir des pertes financières là, pour certains acteurs, comme ça a été le cas là, dernièrement avec des échanges qui avaient accepté certains de ces coins-là, là, comme par exemple, je pense que c'était Verge qui avait été échangé sur un échange. Et puis, par la suite, bon, les acteurs malicieux, ils ont mené l'attaque de 51%, donc ils ont obtenu plus que 51% de la puissance de calcul de cette chaîne-là. Ils ont renversé l'historique de transaction, puis ils ont remplacé cet historique de transaction-là par un nouvel historique qui a plus de preuves de travail qu'eux, ils avaient miné secrètement, et puis qu'ils ont broadcasté par la suite au reste du network, une fois que leur confirmation avait été obtenue sur l'échange, puis qu'ils ont réussi à convertir ça là, en profit. Donc, on voit que ce genre d'attaques-là peuvent même être motivées par, dans le fond, l'appât du gain, là, carrément. Donc, il peut y avoir carrément des mauvais acteurs, des acteurs malicieux, ou même, là, sans avoir eux-mêmes la puissance de calcul, ils peuvent louer cette puissance de calcul-là. Donc, on va voir, là, on va l'explorer un peu plus tout au cours de cette vidéo. Donc, on va passer à la prochaine slide ici. Et puis, on voit là, M. Brian Kelly de CNBC Fast Money qui nous recommande souvent d'acheter toutes sortes de ICO, altcoin, altchain, blockchain, etc. Donc, on va aller voir, en tous les cas, la couverture typique des médias traditionnels qui nous recommandent toujours tout ça en nous parlant du prix, du potentiel de hausse des équipes, etc. Un petit peu là, les projets, ce qu'ils vendent. Moi, je tiens à rappeler que les crypto-devises, les blockchains, les ICO, tout ça, ben, c'est pas des actions. C'est à ne pas considérer et traiter comme des actions. C'est pas non plus exactement des devises. Ce sont des actifs non réglementés qui sont échangeables sur des ledgers, dans le fond, des registres publics. Et ces registres publics-là, on les appelle le blockchain. Donc, c'est ça qui compose le blockchain. C'est un registre public. Puis là, ben, on dit souvent que le blockchain, c'est décentralisé, distribué, etc. C'est pas toujours le cas, justement. Souvent, il y a des altcoins, par exemple, qui ne sont pas suffisamment distribués ou suffisamment décentralisés ou suffisamment secure. Puis ça se résulte en ce genre d'attaque là, dont on vient d'être témoin. Donc, bien important de comprendre que les blockchains ne sont pas tous égaux. Il y a certains blockchains qui seraient, bon, plus blockchain que d'autres là, selon la définition qui est généralement admise. Donc, on a ici à l'écran deux autres articles, un de CoinGeek, un de Motherboard, qui font référence là, aux attaques sur Verge et puis Bitcoin Gold. Donc, je tiens à rappeler qu'il s'agit que d'une question de temps avant que l'expérience se répète et se propage sur d'autres altcoins, d'autres chaînes alternatives ou blockchain, projets, etc. Ce n'est pas parce que votre chaîne alternative n'a pas encore été attaquée qu'elle ne sera pas dans le futur. Puis, je tiens à rappeler encore une fois qu'il y a plusieurs motivations, dans le fond, derrière ces projets-là. Donc, ça ne va pas toujours... parfois, ça peut être carrément du trolling. D'autres fois, ça peut être carrément l'incitatif du profit. Donc, certaines chaînes peuvent être attaquées pour un prix si ridiculement bas, puis avoir un gain si ridiculement haut que c'est presque un no-brainer que ces chaînes-là ne soient pas encore attaquées, en fait. Puis, je tiens aussi à faire un rappel très, très important que la capitalisation boursière ne reflète en rien l'utilité ni la sécurité de votre token, de votre ICO, de votre crypto-devise ou blockchain, etc. C'est très, très important de comprendre que, bon, il y a plus de 1500 crypto-devises qui existent maintenant. C'est garanti que là-dedans, il n'y en a pas 100 qui sont viables. J'oserais même dire qu'il n'y en a pas une dizaine qui sont viables là-dedans. Puis, on va explorer un peu plus pourquoi, puis comment, en fait, dans le futur de cette vidéo. Donc, il est bien important de comprendre que la majorité des altcoins sont à risque, particulièrement les altcoins immatures fonctionnant toujours avec des GPU. Les GPU en soi, là, ça a toujours été une vulnérabilité assez connue par les experts du milieu. On ne va pas trop s'élargir sur ce sujet-là parce que de toute manière, on est en train de passer à des nouvelles phases de mining. On l'a vu par exemple avec l'algorithme de Kryptonite, il y a les ASIC qui ont été développés pour. Bon, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement les acteurs qu'on aurait voulu qu'ils le développent. Mais bon, c'est arrivé. Et puis, suite à ça, il est arrivé le fork.
fork qui s'est suivi, là, qui s'est fait de manière assez centralisée, à mon avis. Puis on voit aussi que les effets, dans le fond, de ce fork-là sont traduits en probablement beaucoup plus de centralisation de la puissance de calcul. Donc c'est assez dommage là, de voir là, que ça a été la voie qui a été choisie par cette communauté-là. Cela étant dit, ça en fait maintenant une chaîne qui est beaucoup plus vulnérable que la chaîne de Dogecoin. Donc il y a quand même là, une bonne amplitude de différence en termes de sécurité. Pour une chaîne qui souhaite obtenir en plus la sécurité et puis l'anonymat pour ses utilisateurs, je suis pas sûr là, que c'était vraiment le chemin à suivre, mais bon, c'est ce qui est arrivé. Autre petite statistique que je trouve assez intéressant, pour le prix de 5 Trezor, donc Trezor, petit appareil là, qui vous permet de sécuriser au moins, en tous les cas, là, les clés privées de vos crypto-devises. Pour le prix de 5 Trezor, vous pouvez perturber le réseau de Bitcoin Private ou Bytecoin, deux réseaux là, qui sont des altcoins, je le répète, avec une faible puissance de calcul, et puis qui sont nommés là, de manière assez clairement là, de manière à tromper ses acheteurs. On voit que ces crypto-devises-là ont respectivement 0,5 et 1 milliard de dollars de market cap, ce qui supporte un peu le point précédent où ce que je disais que le market cap ne reflète pas en rien la sécurité ou l'utilité même là, de ces tokens-là, ICO, jetons, blockchain, altcoin, etc. Dans cette prochaine section, on va aller voir notre ami Tom ici, le Xur17, qui nous a produit une web application, crypto51.app. Puis on peut aller voir dans le fond le coût théorique d'une attaque 51% sur chacune des crypto-devises. Donc on voit par exemple ici Bitcoin, SHA-256 comme algorithme, ticker BTC. On voit son market cap. Et puis on voit le coût dans le fond d'une attaque menée là, sur cette chaîne-là pour une heure. Naturellement, la puissance de calcul directement de la chaîne va influencer le coût de l'attaque. Là, on voit par exemple, à titre de comparatif, un autre algorithme ETH avec 206 TH qui aurait un coût d'attaque ici d'à peu près moitié là, que celui de Bitcoin. Il y a une autre variable là, qui va peut-être attirer votre attention, c'est NiceHashable. Dans le fond, NiceHash, c'est un service de location de puissance de calcul. Puis, ce que ça nous permet de voir, c'est est-ce que sur cet algorithme-là, comme par exemple ici Equihash, est-ce qu'on aurait assez de puissance de calcul qui est mise en location pour nous permettre de mener à bien une attaque. Puis là, on voit ici, par exemple, sur Bitcoin Gold, qui a été justement piraté dernièrement. On voit que c'est le cas. On voit aussi que c'est le cas sur Bitcoin Private. Donc, on voit que là, généralement, les forks de Bitcoin qui utilisent des algorithmes qui sont déjà utilisés ont tendance à se faire attaquer dû à la puissance de calcul existante sur les réseaux compétiteurs qui peuvent être switchés d'une chaîne à l'autre ou même mis en location pour mener une attaque, comme ça a été le cas, là, par exemple, sur, comme on le disait, Bitcoin Gold, Bitcoin Private, puis il y avait également Verge et quelques autres crypto-devises pour lesquelles c'était également arrivé là, par le passé. Donc, c'est pas les premières fois que ça arrive, ça s'était produit dans le passé également sur d'autres chaînes, comme par exemple Dogecoin, qui avait dû justement switcher au OXPAW, Auxiliary Proof of Work. On voit aussi, là, on peut faire un petit comparatif assez intéressant que dans le cas de Bitcoin Cash, qui se trouve à être là, le fork qui a mis là, ses blocs à 32 MB là, finalement de Bitcoin, puis qui ose s'appeler souvent le vrai Bitcoin, alors que bon, je pense que c'est assez clair que le vrai Bitcoin, c'est celui là, qui a la vraie puissance de calcul. On voit que le coût d'attaque est nettement nettement inférieur. Et puis, on voit que le market cap ne reflète pas nécessairement la sécurité là, qui se trouve à être réellement sur la chaîne. Dans le cas d'Ethereum, la centralisation des pools est quand même assez dangereuse également. Je pense que la décentralisation géographique, par exemple, elle regarde relativement bien. Maintenant, à rappeler, par exemple, que ETH fonctionne principalement avec du GPU présentement. Il y a des ASIC qui arrivent sur le marché, donc ça va être intéressant de suivre le développement de ces événements-là. Mais bon, à rappeler qu'en ce moment, c'est quand même un réseau qui se fie beaucoup là, sur le GPU, donc qui dépend beaucoup du GPU. Puis ça, en soi, je le répète, c'est une vulnérabilité pour les chaînes parce qu'elles peuvent être attaquées de cette façon-là. Donc, on va descendre un petit peu plus dans la liste. On va aller voir quel autre altcoin comme celui qui pourrait être attaqué. Donc, on a Monocoin qui avait justement été victime d'une attaque. Electronome qui a fait un fork également à Kryptonite V7, un petit peu de la même façon que Monero l'a fait pour être protégé là, en cas d'attaque venant des ASIC là, de Bitmain puis DragonMint, etc. On a Zencash également qui se trouve à être vulnérable. On a Vertcoin extrêmement vulnérable. Coin qui se veut être le bronze au gold de silver. On a Game Credits, Ubiq,
Z classique, oh mon dieu, c'est carrément fou. Donc vous voyez là qu'il y a dans ce cas-ci, ça doit être avec des ZIC qu'on peut aller chercher cette puissance de calcul-là. C'est absurde en fait que ça ait encore autant de valeur, que ça sécurise encore autant de valeur. Donc j'espère vraiment que les gens là, qui vont regarder ça, la communauté francophone qui ont investi dans ce genre de projet-là, vous allez comprendre que ces investissements-là sont extrêmement à risque, qu'il y a des millions de dollars qui sont mis basically dans des honeypots qui attendent juste d'être piratés. C'est assez surprenant en fait que ça n'a pas encore été le cas. Donc, cela étant dit, j'espère vraiment là, que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre et à mieux saisir, dans le fond, pourquoi la plupart des maximalistes Bitcoin le sont. C'est parce qu'ils croient fermement que la seule façon de bien sécuriser leur coin, ben, c'est au travers d'une chaîne qui est sécuritaire. Puis une chaîne sécuritaire, ben, dans le fond, ça s'explique en plusieurs points, mais ça va être principalement la décentralisation, autant géographique que des pools. Ça va être autant la sécurité, dans le fond, donc les algorithmes utilisés. Le SHA-256 est choisi dans un but vraiment précis d'être proche des lois de la thermodynamique, puis d'utiliser, dans le fond, d'être proche le plus possible de l'efficacité. Donc le nombre de nodes là, est vraiment bien important, et puis leur décentralisation, donc leur distribution un peu partout dans le monde, la version du client qui est roulée, le nombre de développeurs qui auront contribué là, à ce projet-là, est-ce que le développement est ouvert, est-ce que, dans le fond, est-ce que vous pouvez aller réviser le code, est-ce que vous pouvez aller contribuer au code, est-ce que c'est une communauté qui est fermée, est-ce qu'il y a seulement 2 ou 3 personnes qui sont, dans le fond, en charge des décisions, qui prennent des décisions, puis qui décident, par exemple, comme c'était le cas avec Segwit 2x, d'abandonner ou de poursuivre, là, dans le fond, un fork ou un autre. Donc, c'est sûr que les Bitcoiners ont tendance à vraiment viser la souveraineté financière. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle Bitcoin a été amené dans ce monde. Surtout en se fiant au Genesis blog, dans le fond, qui avait été laissé par Satoshi Nakamoto. On peut voir que le message annonçait clairement une décentralisation, puis dans le fond, là, une forme de souveraineté financière. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment des valeurs très, très à cœur là, des Bitcoiners qui sont généralement plus maximalistes. Puis je tiens également à rappeler l'aspect protocole de la chose, donc un blockchain, Bitcoin, etc. C'est vraiment un protocole, puis comme avec l'Internet, on peut avoir plein de réseaux différents, mais la force du réseau, c'est vraiment de tous être sur le même, donc d'avoir un standard, un peu comme le langage également. Le français ou l'anglais, on l'utilise parce que c'est des langages, des protocoles qui vont aller rejoindre une grande audience, qui ont un grand réseau, puis qui ont une grande portée. Puis le but, c'est d'être le plus possible dans un monde mondialisé, je pense, là, sur un même standard, un même protocole qui nous permet de tous bien échanger. J'espère, dans le fond, avoir éclairci un petit peu la position des maximalistes, puis vous avoir illustré la vulnérabilité des chaînes alternatives. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. I'm a Bitcoin baron, I'm staring the status quo. Got that crypto going, that foul to flow. And the algorithm gon' get him until prison sentence out of prison. And that's a nerdy living.